Avec Gourcuff, deux fois exceptionnel Yoann Gourcuff. Quel On but! le compare à Zidane, mais on va le comparer encore un peu plus à Zizou après un tel enchaînement. L'Ajax Amsterdam, Liverpool ou Arsenal. Derrière ces trois alternatives, le choix qui s'offre à Yoann Gourcuff n'est pas celui qu'il doit opérer devant sa manette de PlayStation, mais bien celui qu'il doit réaliser à l'âge de 17 ans seulement. Car depuis quelques années déjà, le jeune milieu de terrain breton fait beaucoup parler de lui. Au sein du centre de formation du Stade Rennais, qu'il est parvenu à intégrer lors de l'année 2001, son extraordinaire conduite de balle ainsi que son excellente vision du jeu lui ont permis de s'installer confortablement au poste de meneur de jeu des catégories de jeunes. Et en ce mois de mai 2003, aux côtés de Jacques Fati, de Jimmy Briand et d'Arnold Mwemba, il vient tout juste de remporter la Coupe Gambardella, en levée de rideau de la finale de Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et la JOCR. Ce jour-là, c'est d'ailleurs par un sublime coup franc qu'il a ouvert le score face au Racing Club de Strasbourg. Mais en coulisses, la réussite du jeune Yoann n'a rien d'étonnant, car chez les Gourcuff, le football est une affaire de famille. Bien avant d'intégrer la formation rennaise, Yoann avait en réalité déjà fait ses classes au FC Lorient, dont l'entraîneur principal s'est longtemps appelé Christian Gourcuff, son propre père. Pour l'anecdote, à l'âge de 6 ans déjà, le fils Gourcuff avait pour coutume d'assister à certaines des séances d'entraînement concoctées par son père pour l'équipe senior du club lorientais. Malgré lui donc, le petit Yoann respire, mange et dort football depuis son plus jeune âge. Même le prénom qu'il porte est de nature à rappeler son attachement viscéral avec le ballon rond. Un prénom en partie choisi par son père pour l'admiration qu'il porte à l'endroit d'un autre Yoann, Cruyff cette fois-ci. L'orthographe est certes différente, mais la passion du beau jeu, elle, est identique. Chez les Gourcuff, les murs du domicile familial dégagent donc une très forte odeur de ballon rond. Ça tombe bien, car sur les terrains, Yoann Gourcuff lui aussi pue le football. Au poste de numéro 10, il oriente le jeu de ses partenaires avec une facilité telle qu'il donne l'impression d'avoir une boussole greffée sur son pied droit. Mais au lendemain de la victoire en Coupe Gambardella, l'heure du choix a sonné. Les sirènes de l'étranger d'un côté, ou la sécurité rennaise de l'autre. À côté d'Arsenal ou de Liverpool, Rennes n'est rien d'autre qu'une banale écurie de Ligue 1. S'il opte pour la Première Ligue, Gourcuff aura certes la possibilité de s'entraîner aux côtés de plusieurs joueurs de classe mondiale, mais il devra en revanche batailler dur pour s'offrir autre chose qu'une simple place sur le banc de touche. L'exact inverse de la perspective de progression qui lui est proposée au Stade Rennais. Inutile de réfléchir davantage. Sa décision est prise. C'est au sein du championnat français que Yoann Gourcuff souhaite officialiser le lancement de sa carrière de footballeur professionnel. En revanche, pas question pour lui de tout miser sur le football. En cas d'échec, il souhaite absolument se munir d'un filet de sécurité. Ainsi, au lendemain de l'obtention de son bac STI et en parallèle de la signature de son premier contrat pro, il prend la décision d'intégrer une licence de STAPS à l'université de Rennes. Une décision louable qui témoigne de sa maturité, mais qui s'avère être très rapidement beaucoup trop ambitieuse. Yoann Gourcuff a beau jouir d'une agilité technique très largement supérieure à la moyenne, il lui est physiquement impossible de jongler entre les exigences pro d'un club de première division et la lourdeur de son emploi du temps universitaire. Qu'importe, la faculté de STAPS, Gourcuff finit de toute façon par ne plus en avoir besoin. Car même s'il est bien souvent relégué sur le banc de touche ou dans l'équipe réserve lors de sa première saison à Rennes, sa progression finit par s'accélérer de manière considérable à partir de 2004, allant même jusqu'à se matérialiser par sa présence dans certaines rencontres de Ligue 1. En l'espace de 2 ans, Laszlo Bologna, l'entraîneur du Stade Rennais, fait d'ailleurs appel à lui pour plus d'une 60aine de matchs au total. Mais le point culminant de la saison 2005-2006, c'est un soir de février que Yoann Gourcuff parvient à l'atteindre, au Stade Gerland de Lyon. Un match au cours duquel le meneur de jeu français éclabousse de toute sa classe la rencontre. Ce soir-là, le Nigérian John Utaka a beau être l'auteur d'un triplé, la plupart des observateurs peinent à retenir autre chose que l'incroyable prestation du numéro 10 rennais. Dribblé, passé, centré, marqué, Gourcuff et les 20 bougies qu'il n'a même pas encore soufflées donnent l'impression de savoir tout faire.
Qui plus est face à des joueurs aussi expérimentés que Juninho, Mamadou Diarra ou encore Thiago. D'autant qu'à Gerland, Yoann Gourcuff n'a pas seulement tapé dans l'œil des journalistes. Non, sa performance a aussi et surtout attiré l'attention d'un certain Jean-Michel Aulas. Dans la foulée de la lourde défaite lyonnaise sur le score de 4-1, le boss de l'OL envoie aussitôt un message très clair à ses dirigeants. Si le jeune Gourcuff doit un jour quitter le Stade Rennais, c'est en direction de Lyon qu'il devra le faire. Surtout si l'on envisage l'excitante perspective d'une éventuelle association future entre Benzema le buteur et Gourcuff le passeur. Il faut par ailleurs préciser qu'à cette époque, l'effervescence médiatique générée par les prestations du jeune milieu de terrain français le conduit à faire chaque jour un peu plus l'objet d'une comparaison très flatteuse. Car pour certains journaux français, les similitudes existantes entre Zinedine Zidane et Yoann Gourcuff ne se limitent pas à la couleur de leurs yeux, ni même à leur poste de meneur de jeu. Bien plus. Pour beaucoup, la gestuelle du Rennais balle au pied rappelle étrangement celle du jeune Zidane des années bordelaises, tout autant que sa capacité à orienter le jeu au milieu du terrain. Après Kamel Meriem et après Mourad Megni, Yoann Gourcuff fait donc lui aussi son entrée au sein de la liste de tous les espoirs contraints d'assumer le parallèle avec l'ancien numéro 10 tricolore. Mais déjà, Yoann comprend rapidement que la fameuse comparaison s'annonce comme un lourd fardeau à porter pour le reste de sa carrière. Quand on l'interroge à ce propos lors de l'année 2006 par exemple, il est très lucide sur la question. Je ne prends pas cela très au sérieux. Je n'ai rien à voir avec Zidane. Cette comparaison, il faut en rigoler, parce qu'entre Gourcuff et Zidane, ce n'est pas le même football. En tout état de cause, à l'issue de la saison 2005-2006, la position des dirigeants bretons est très claire. Zidane ou non, il est hors de question de se séparer de leur nouvelle pépite aussi prématurément. En marge de ses bonnes performances en championnat, Gourcuff ne tarde d'ailleurs pas à recevoir une offre de prolongation de la part de l'état-major rennais. Mais en interne, Pierre Dréossi, le manager général du Stade Rennais, ne se fait guère d'illusions en réalité. Outre l'Olympique lyonnais, il devra également contenir les assauts du Paris Saint-Germain, d'Arsenal, mais aussi et surtout ceux du Milan AC. L'intérêt porté par le club italien à l'égard de Gourcuff est en effet loin de n'être qu'une simple rumeur mercato. 10 ans plus tôt, la Juve a eu Zidane. 10 ans plus tard, Milan veut avoir le sien. Et le Zidane milanais portera le nom de Yoann Gourcuff. Ce dernier ayant refusé la prolongation de contrat de ses dirigeants, le club de Rennes n'a plus le choix. Lors du mois de juin 2006, et contre la somme de 4,5 millions d'euros, l'aventure bretonne de Yoann Gourcuff est donc officiellement terminée. En acceptant de signer pour l'un des plus grands clubs du monde, la partie est cependant loin d'être gagnée pour Gourcuff. Pour tenter de se trouver une place parmi le 11 titulaire de Carlo Ancelotti, l'ex-joueur du Stade Rennais va devoir se bagarrer. À l'entraînement milanais, il doit désormais tenter de se démarquer de joueurs mondialement connus, tels que l'Italien Andrea Pirlo, le Néerlandais Clarence Seedorf ou le Brésilien Kaká. Une concurrence féroce, située à milieu des réalités du championnat français. Ceci étant, le Milan AC des années 2000 présente au moins l'avantage de jouer toutes les compétitions à fond, du championnat de Serie A à la Ligue des Champions, en passant par la Coupe d'Italie. Un atout susceptible d'augmenter les probabilités de voir le nom de Gourcuff couché de temps à autre sur les feuilles de match de Carlo Ancelotti. En Coupe d'Europe par exemple, il profite de sa titularisation en match de poule face à l'AEK Athènes pour inscrire son tout premier but en Ligue des Champions. Une tête sublime sur un bon centre de Kaká. Ce soir-là, sa performance donne d'ailleurs la possibilité à tous les médias italiens de succomber eux aussi à la comparaison avec Zidane. Le problème, c'est qu'en championnat, très rares sont les rencontres où Ancelotti fait appel à sa jeune recrue. Parfois, Gourcuff est même écarté de certaines feuilles de match, contraint de regarder les rencontres depuis les tribunes de San Siro. À première vue, les difficultés du Français à s'imposer en Italie n'ont rien d'alarmant compte tenu de la richesse de l'effectif milanais. Mais pour certains cadres du vestiaire italien, les raisons profondes du malaise éprouvé par Gourcuff sont peut-être situées bien loin du terrain et seraient à chercher dans le comportement même du milieu de terrain breton vis-à-vis de ses nouveaux coéquipiers. Ainsi, quand on l'interroge en 2010 sur le cas Gourcuff par exemple, Paolo Maldini est formel. À Milan, affirme-t-il, Gourcuff a tout raté à 100%. Pour ce que j'ai vu, une bonne partie des torts venait de lui. Son problème ici, c'était son comportement. Il ne s'est pas montré intelligent dans sa façon de se gérer.
C'est vraiment dommage, car personne ne remet en cause ses qualités techniques. Mais il n'avait pas envie de se mettre à disposition du groupe. Il n'a même pas étudié tout de suite l'italien. Il ne travaillait pas non plus la tactique, et il n'était pas ponctuel. Quand une règle était imposée, lui s'en fichait. Il est arrivé plein de choses que je ne peux pas raconter, mais il sait très bien ce qu'il a fait. La nature exacte de ces sous-entendus ne sera jamais véritablement dévoilée, mais en l'occurrence, les très nombreux retards à répétition de Gourcuff aux séances d'entraînement sembleraient être les principales choses que Maldini prétend ne pas pouvoir raconter. Pour l'anecdote, dans une autre interview, Gennaro Gattuso en personne confirmera l'absence de ponctualité du Français lors de son passage à Milan, pointant notamment du doigt ses problèmes de réveil matinaux. Le milieu défensif italien ira même jusqu'à évoquer à demi-mot l'hygiène de vie douteuse de Gourcuff et son refus de venir s'installer près du centre d'entraînement de Milanello plutôt qu'à proximité des tentations du centre-ville milanais. Et même si Alessandro Costacurta nuancera les propos de ses coéquipiers quant à l'attitude de Gourcuff, les dires de Maldini ont malgré tout de quoi interpeller, dans la mesure où un joueur de cette envergure, dont les prises de parole sont assez rares, n'a a priori aucune raison d'inventer de telles accusations, surtout à propos d'un jeune joueur qui ne représente pas grand-chose à l'échelle du football italien. D'une manière générale, c'est également l'attitude très solitaire de Gourcuff qui pose problème en Italie, une attitude solitaire qui par définition n'est pas vraiment compatible avec les habitudes de vestiaire d'un sport collectif, surtout dans un club aussi familial que le Milan AC. À l'été 2008, la situation s'annonce beaucoup plus compromise pour Gourcuff quand il apprend que les dirigeants italiens ont l'intention d'ajouter à la liste déjà bien fournie des pensionnaires milanais le nom de Ronaldinho, en provenance du FC Barcelone. Dans l'esprit du Français, seul un retour en Ligue 1 peut lui garantir une place de titulaire en championnat. À l'époque, Robert Louis Dreyfus en personne, le propriétaire de l'Olympique de Marseille, suggère d'ailleurs à ses dirigeants le nom de Johan Gourcuff pour renforcer le milieu de terrain phocéen. D'autant que l'homme d'affaires suisse entretient des liens privilégiés avec Adriano Galliani, le vice-président du Milan AC, une amitié susceptible de faciliter la transaction entre les deux clubs. Dans la foulée, le propriétaire olympien obtient de sa part la promesse d'un prêt d'1 année avec option d'achat. Mais toujours d'après Robert Louis Dreyfus, en interne, José Anigo et Pape Diouf ne semblent pas vraiment emballés par le pari Johan Gourcuff. Plutôt que l'ancien joueur du Stade Rennais, l'OM finira par miser sur le jeune lyonnais Hatem Ben Arfa. Soit, à défaut de signer pour l'Olympique de Marseille, Johan Gourcuff prend finalement la direction d'un autre club français. Un club qui, comme l'OM, a bien l'intention de jouer le prochain titre de champion de France. Les Girondins de Bordeaux. Là-bas, Gourcuff n'aura pas à affronter l'atmosphère volcanique du stade Vélodrome, ni même l'ambiance tendue de l'environnement marseillais. Bien au contraire. À Bordeaux, en plus de s'installer dans une ville plutôt paisible, il évoluera dans un club réputé à l'époque pour la stabilité de sa politique sportive. Et sous les ordres de Laurent Blanc, il jouira d'un poste de titulaire indiscutable au sein du 11 bordelais, tout en ayant la possibilité de jouer les premiers rôles en championnat, et même de disputer quelques rencontres de Ligue des Champions. Le cocktail parfait pour être en mesure de jouer sa carte à fond en sélection nationale. Envisagé sous cet angle, le choix de l'ex-joueur du Milan AC semble être parfaitement cohérent avec sa perspective de progression. Et c'est exactement de cette manière que va se dérouler le scénario pour Johan Gourcuff. En 1 année à peine, le nouveau meneur de jeu bordelais survole la quasi-totalité des matchs de Ligue 1 qu'il dispute. Certaines de ses performances dépassent même de très loin les prévisions les plus optimistes des dirigeants girondins et finissent par interloquer de nombreux supporters. Même au sein de l'équipe de France, Gourcuff met tout le monde d'accord au poste de meneur de jeu. Pour inscrire son tout premier but en bleu par exemple, l'ancien Rennais choisit d'expédier une frappe monstrueuse sous la transversale du gardien roumain, un soir d'octobre 2008, en plein match de qualification pour le Mondial 2010. Quelques semaines après le fiasco tricolore de l'Euro 2008, l'arrivée de Johan Gourcuff en bleu fait souffler un véritable vent de fraîcheur en équipe de France. Rapidement, une question se pose. Le Bordelais est-il oui ou non l'heureux élu enfin choisi pour occuper le vide laissé par Zinedine Zidane depuis son départ en 2006 ? À cette interrogation, beaucoup d'observateurs répondent par l'affirmative. Et plus encore quand ils constatent qu'aux côtés du Marocain Marouane Chamakh, Gourcuff guide les Marinés Blancs vers le titre de champion de France 2009, au détriment de l'Olympique de Marseille d'Éric Guéret. Cette saison-là, Gourcuff reçoit sans surprise le titre de meilleur joueur de l'année lors de la cérémonie des trophées UNFP, mais également celui du plus beau but de la saison face au Paris Saint-Germain.
En passant du statut de simple remplaçant milanais à celui de champion de France et de titulaire indiscutable en sélection, Yoann Gourcuff vient de défier tous les pronostics, et ce en l'espace d'une seule saison. Il vient de réussir là où peu de gens l'attendaient. Mais à partir de maintenant, il va lui falloir réussir là où l'Hexagone tout entier attend qu'il réussisse. Car désormais, non, Yoann Gourcuff n'est plus un jeune espoir, ni même une révélation. Il est au contraire amené à devenir très rapidement l'un des joueurs piliers du football français et très exposé médiatiquement. Dans cette configuration donc, le nouveau meneur de jeu de l'équipe de France doit absolument accomplir sa nouvelle mission, la plus difficile de toutes, celle que très peu ont réussi avant lui, confirmer son nouveau statut. Confirmer, ce n'est en tout cas pas avec Bordeaux que Gourcuff parviendra à le faire, car 1 an après le titre de champion de France, et après avoir pris la décision de lever l'option d'achat Gourcuff, le club girondin passe complètement à côté de sa saison. En 2009, la plupart des hommes de Laurent Blanc ont tout simplement évolué en sur-régime, à des années-lumière de leur niveau de jeu habituel. Surtout, la décision de la 3F d'officialiser l'arrivée prochaine de Laurent Blanc au poste de sélectionneur de l'équipe de France semble avoir éteint la motivation de l'entraîneur bordelais, tout autant que celle de ses joueurs. Et même s'ils parviennent à se hisser malgré tout jusqu'en quart de finale de la Ligue des Champions, les Girondins finissent par s'effondrer en championnat, en terminant la 6e place du classement de Ligue 1. Gourcuff de son côté peine à enchaîner les matchs, et doit d'ores et déjà faire face à certaines blessures au fil de sa saison. Le numéro 8 bordelais l'ignore, mais il est encore très loin d'en avoir fini avec les déceptions, parce qu'en ce début d'été 2010, il est sur le point de vivre un traumatisme bien plus déstabilisant que la triste fin de saison qu'il vient de traverser en championnat. Et ce traumatisme, c'est celui du mondial 2010 en Afrique du Sud. Yoann Gourcuff est certes très loin d'afficher son meilleur niveau de jeu en club. Dans le néant tactique de Raymond Domenech, il jouit néanmoins d'une place de titulaire au sein du 11 tricolore. Aux côtés de Franck Ribéry, il est celui de qui tout le monde espère que la lumière viendra en matière d'animation offensive. Mais indépendamment de l'élimination prématurée des Bleus en Afrique du Sud, c'est surtout en dehors des terrains que le problème se pose pour Gourcuff. Sa personnalité solitaire et très introvertie au sein des vestiaires ne correspond absolument pas au rôle de leader technique qu'il est censé incarner auprès de ses coéquipiers. François Manardo, l'ancien attaché de presse de l'équipe de France, se souvient. À cette époque, Yoann n'avait que 2 potes, Hugo Lloris et Jérémy Toulalan. C'était un homme réservé, un peu timide et sur la retenue. Il était très absent dans les vestiaires. Rapidement, c'est la relation qu'il entretient avec Franck Ribéry qui finit par monopoliser l'attention des journalistes. Car à défaut de l'être sur les terrains, les débats sont en effet très animés dans les coulisses de l'équipe de France. Il faut préciser que lors de l'été 2010, là où quasiment tous les autres joueurs tricolores prennent la décision de se rendre en Afrique du Sud accompagnés de leur épouse, Yoann Gourcuff préfère quant à lui voyager seul. Avec Abou Diaby, il est le seul joueur tricolore à avoir choisi cette option. Par la force des choses, le milieu de terrain bordelais se retrouve donc seul à la table de certains repas, sans la moindre compagnie féminine. C'est dans ce contexte que certains journaux avancent alors la thèse selon laquelle Waiba Ribéry, l'épouse de Franck, aurait ainsi flatté du regard Yoann Gourcuff de manière ostentatoire lors de certains repas, en guise de vengeance à l'encontre de son époux, quelques semaines après la fameuse affaire Zaya. Sur la pelouse, Gourcuff est de plus en plus esseulé sur le front de l'attaque, et certains observateurs n'y voient là rien d'autre que la volonté de Ribéry et de certains autres joueurs de boycotter le milieu de terrain bordelais, en évitant de lui faire des passes, afin de précipiter son éviction du 11 de départ tricolore. Pire encore, Eurosport ira même jusqu'à dévoiler les circonstances d'une altercation physique qui aurait éclaté entre les deux hommes, dans l'avion retour du match de poule face au Mexique. Une information que Franck Ribéry et sa paire de claquettes démentiront pourtant quelques jours plus tard, sur le plateau de Téléfoot. Pour l'anecdote, lors d'une interview, François Manardo lui aussi réfutera l'existence de cette supposée bagarre, tout autant que la supposée gifle que le numéro 7 bavarois aurait adressée à Gourcuff. Mais 8 ans plus tard, Ribéry avouera avoir pris à part Yoann Gourcuff pour lui demander de démentir les nombreuses rumeurs à leur sujet. « Écoute, lui aurait-il alors lancé, ça ne me plaît pas. On est en train de me faire passer pour une mauvaise personne, et toi pour la victime. » Avant d'ajouter, « Donc dès que tu auras la possibilité de parler, exprime-toi. » Mais fidèle à son silence, Gourcuff de son côté ne démentira jamais publiquement les rumeurs de tension entre lui et Ribéry, pas plus qu'il ne les confirmera.
Quoi qu'il en soit, au lendemain de la catastrophe de Naïsna et de la prestation ridicule des Bleus, Yoann Gourcuff, tout comme les 22 autres joueurs présents lors du tournoi, doit vite se projeter sur sa prochaine saison en club. Et pour tenter d'exorciser les démons sud-africains, le numéro 8 tricolore opte pour une toute nouvelle destination, l'Olympique Lyonnais. Jean-Michel Aulas, le patron de l'OL, en est persuadé. En s'offrant les services de Yoann Gourcuff contre la somme de 22 millions d'euros, il vient d'abord de mettre la main sur un joueur qui va devenir la pièce maîtresse de l'animation offensive lyonnaise, au poste de meneur de jeu, derrière Lisandro Lopez. Mais surtout, il vient d'acquérir un produit marketing susceptible de lui offrir une vitrine médiatique exceptionnelle. C'est sans doute derrière cette double casquette qu'il faut chercher les ressorts profonds des 480 000 euros mensuels accordés à Gourcuff, et de la présentation théâtrale dont il fait l'objet le jour de sa signature. Au stade Gerland ce 25 août 2010, ils sont près de 15 000 supporters à accueillir leur nouvelle recrue. Sur le papier, le storytelling rédigé par Jean-Michel Aulas a tout pour séduire. Problème, dans l'écriture du scénario, le président lyonnais a tout simplement commis une erreur de casting. Le rôle de la starlette médiatique, Gourcuff n'en veut pas, celui de leader technique non plus. À Lyon, l'ancien Bordelais est tout simplement lâché par ses propres articulations. De 2010 à 2015, il est victime d'une quinzaine de blessures en tout genre, qui se matérialisent par un peu plus de 500 jours d'indisponibilité au total. Mais pour Gourcuff et pour l'OL, il y a plus grave encore, car parfois, les circonstances exactes de certaines blessures frisent le ridicule et même la faute professionnelle. En mai 2014 par exemple, alors qu'il se contente de promener son chien, Yoann Gourcuff est victime d'une mystérieuse entorse de la cheville droite. Ceci étant, en marge de toutes ces blessures intempestives, la communication quasi inexistante de l'ancien Bordelais pose un autre problème de taille pour certains supporters lyonnais, qui s'estiment alors trahis par un joueur sur qui l'institution OL a pourtant tout misé. Le point culminant de la trahison Gourcuff à Lyon, c'est sans doute lors du mois de mars 2015 qu'il est atteint. Face à l'OGC Nice, le numéro 8 lyonnais se tient l'arrière de la cuisse, après une frappe manquée à l'entrée de la surface de réparation. Et sans même prendre la peine d'avertir son entraîneur, il quitte la pelouse de Gerland en plein milieu de la partie, avant de regagner les vestiaires, sans un seul regard pour ses supporters, ni même pour ses propres coéquipiers. À ce stade, ce n'est même plus l'état physique de Gourcuff qui est en jeu, mais son état de santé tout court. Dépression nerveuse pour les uns, ou mauvaise hygiène de vie pour les autres. Qu'importe, dans les deux cas, Yoann Gourcuff donne l'impression de n'être plus digne de son statut de footballeur professionnel. Sa réduction de salaire lors du mois de septembre 2014, à hauteur de 25%, n'y changera rien, car sans surprise, en 2015, l'état-major de l'OL annonce qu'il n'a pas l'intention de renouveler le contrat de sa star déchue. Dès lors, si Gourcuff souhaite rester en Ligue 1, son club formateur demeure l'une des seules options possibles pour lui, à condition d'accepter une très forte baisse de salaire. Face aux incertitudes qui planent sur l'état de santé réel de sa nouvelle recrue, le Stade Rennais préfère miser sur un système de primes directement lié à ses performances sur le terrain. Au fond, la stratégie des dirigeants bretons est simple. Surtout, ne pas faire peser la moindre pression médiatique ou financière sur les épaules de leur nouveau meneur de jeu, et parier sur un éventuel retour inattendu au plus haut niveau. L'exact inverse de la tactique déployée par Jean-Michel Aulas 5 ans plus tôt. En vain, à l'exception d'une maigre poignée de bonnes performances en championnat, la rédemption de Yoann Gourcuff au sein du très haut niveau n'aura jamais lieu. Jusqu'au bout, sa trajectoire prendra la forme d'une déchéance, celle d'un immense talent gâché.